Pour faire de la location courte durée et mettre votre logement sur les plateformes comme Airbnb Booking, vous ne devez pas obligatoirement avoir un meublé de tourisme. C'est archi faux. S'il y a plus de 20% des biens de la ville qui sont en LCD, qui sont des résidences secondaires, stop. On n'en fait pas. Un bon investisseur immobilier ne paye pas d'impôts. Donc aucun de ces trois régimes n'est le bon. Et là, l'État, il vient faire quoi ? Il vient couper au couteau l'abattement forfaitaire en voulant le ramener à 30%. Donc ces gens-là vont pleurer parce qu'ils vont voir leur marge imposable doubler, voire tripler si on était en meublé de tourisme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique. Et aujourd'hui, épisode un petit peu particulier parce que c'est le premier, et pas le dernier, que je fais en étant seul. Aujourd'hui, pas d'invité, pas de guest, pas d'histoire passionnante à écouter. Je suis solo. J'ai envie de mettre aussi en lumière ce format hybride dans le podcast Authentique entre parfois des invités et parfois ce sera des épisodes où je serai seul maître à bord de l'épisode, entre guillemets. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour vous parler de sujets d'actualité, de sujets où je vais pouvoir rentrer un petit peu plus en détail sur des thématiques que j'estime être importantes dans tout ce qui est sphère investissement immobilier, business, etc. Et en étant très présent sur les réseaux sociaux, j'essaye également de reprendre les thématiques qui reviennent très 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 souvent sur les réseaux dans mes questions, etc., pour vous apporter peut-être plus de valeur technique et théorique que lorsqu'on a un invité où là on prend vraiment sa dose de motivation, on prend de l'expérience, on prend des échecs, des réussites, etc. Donc format un petit peu hybride aujourd'hui, mais j'en suis sûr qu'il vous plaira. Et d'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Thématique du jour, une de mes thématiques que j'aime particulièrement et que j'affectionne particulièrement en termes d'investissement immobilier, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la location courte durée. Est-ce que Airbnb a-t-il de l'avenir en 2025 ? J'ai pris mes notes, on va regarder des détails chiffrés, etc. On a le temps. Installez-vous, prenez un café, prenez un thé. On va décortiquer un petit peu ça. Donc, je prends mes notes. Vous me verrez les regarder, à part si vous m'écoutez en audio, bien sûr. Mais je préfère les avoir pour ne pas dire de conneries et vous dire n'importe quoi, des chiffres qui me passent par-dessus la tête. Non, là, je vais vous donner des chiffres. On va aborder Airbnb. Est-ce que ça a de l'avenir avec les nouvelles lois, etc. Pour ça, on va commencer justement à regarder un petit peu ce que représentent au final les logements en location courte durée sur les plateformes comme justement Airbnb ou Booking. Qu'est-ce que ça représente en France ? Ensuite, on va s'intéresser à la réglementation des courtes durées en France parce que ça bouge sans cesse, on entend plein de choses, des choses qui sont vraies, des choses qui ne le sont pas. Donc on va refaire un gros état des lieux des réglementations. Ensuite, en troisième partie, on va s'intéresser, et c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus importante de cet épisode, à la loi anti-Airbnb et le projet de loi de finances 2025. Qu'est-ce que ça implique, etc. On va regarder ça en détail. Ensuite, quatrième partie, on va regarder qui va être le plus impacté par toutes ces modifications, notamment fiscales, réglementaires. Et enfin, on terminera par une cinquième partie extrêmement importante, les solutions. Parce que bien sûr, s'il y a modification, s'il y a changement, s'il y a adaptation, il y a, comme tout le temps, des solutions. Donc je vais vous donner mes solutions, entre guillemets, face à ces modifications. Airbnb a-t-il de l'avenir en 2025 ? C'est parti. Première partie, quelle part représentent les logements courte durée en France ? Il faut savoir qu'en France, il y a un petit peu plus de 37 millions de logements. 15 millions de ces logements sont des logements locatifs, ce qui représente environ 40% des Français qui sont
locataire. Donc ça veut dire que si vous allez dans la rue, vous aurez 4 personnes sur 10 qui est locataire, et donc 6 personnes sur 10 qui est propriétaire de sa résidence principale. Donc ça fait quand même une grande partie de la France qui est propriétaire. Et ça va bien avec ce que met en avant et pousse le gouvernement et les banques, c'est d'être une France propriétaire, hein. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, ben, je vais vous le dire, quand on va lever des fonds en banque, c'est vrai que beaucoup de banques, pas toutes bien évidemment, mais beaucoup de banques apprécient ou vous poussent à avoir d'abord même parfois votre résidence principale avant de faire du locatif. Je dis pas que c'est tout, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je pense même que c'est l'inverse qu'il faut faire, mais là n'est pas le sujet de cet épisode aujourd'hui. Donc 40% des Français sont locataires, ce qui représente environ 15 millions de logements. Dans ces 40% de locataires, il y a une grande partie de ces logements qui sont des logements sociaux, des logements du style opaque. Tous ces logements ne peuvent bien évidemment pas être soumis et éligibles, entre guillemets, à la location courte durée. Ce qui nous laisse environ, toujours, 22% des gens qui sont locataires de leur résidence principale et qui peuvent donc la louer sur les plateformes comme Airbnb ou Booking. Ce qui nous fait quand même à peu près 8 millions et demi de logements qui peuvent éventuellement se retrouver sur les plateformes de location courte durée. Sur ces un peu plus de 8 millions de logements en location, nous avons pas moins de la maudite somme d'environ 2 millions de logements qui sont sur les plateformes Airbnb et Booking. Donc c'est quand même pas rien, 2 millions de logements parmi les 8-9 millions de disponibles, il y en a quand même 2 millions qui sont sur Airbnb et Booking, ce qui représente quand même une belle quantité. Mais j'ai déjà envie un petit peu, et je vais essayer d'être objectif dans cet épisode, hein. Le but n'est pas de défendre corps et âme la location courte durée parce que j'en fais beaucoup, non, bien au contraire, je vais essayer d'être le plus neutre possible et d'être le plus objectif possible, c'est pour ça que je vous donne de la data vraiment neutre. Parmi ces 2 millions de logements mis en ligne sur les plateformes de location, vous avez 9 propriétaires sur 10, donc 80% des propriétaires qui louent partiellement leur résidence principale. Ok, donc pour la période estivale, lorsqu'elles partent en vacances, etc., ou lorsqu'elles s'absentent. Donc c'est loué seulement une partie de l'année. Ok. Ou bien ce sont des gens qui vont louer une partie de leur résidence principale. Par exemple, une chambre d'enfant, parce que les enfants sont grands, la chambre est disponible à l'année. Ou alors on a refait une petite annexe dans le jardin, et on a un petit studio, etc. Mais 9 propriétaires sur 10 c'est leur résidence principale. Donc vous voyez que finalement, ça ne fait pas beaucoup de personnes qui font vraiment du business à proprement parler avec les plateformes comme Airbnb et Booking. Donc voilà un petit peu pour le topo, le bilan de où en est la location courte durée aujourd'hui en France. Donc ça fait, mine de rien, pas beaucoup de personnes qui font vraiment du business, qui enchaînent les opérations, etc. pour vivre et pour vraiment créer des revenus. Je ne vais pas dire passif, mais encore je suis honnête, je ne vais pas dire passif avec la courte durée parce que ça demande de la gestion sur les quasiment 38 millions de logements qu'il y a en France. Donc on ne va pas ouvrir un débat politique dans cet épisode, mais on peut quand même se soulever la question de est-ce que c'est vraiment un axe où il faut aller taper au niveau du gouvernement pour redonner, parce que la crise elle est là, il manque des biens locatifs, le parc locatif est trop faible par rapport à la demande pour loger les familles, etc. à l'année, donc il faut arrêter de faire du Airbnb pour redonner ces logements. Finalement, quand on voit la quantité qu'il y en a, parmi ces 2 millions, 90% c'est des résidences principales, donc de toute façon, elles ne peuvent pas être louées à l'année. Donc on se pose quand même vraiment la question, où est-ce que finalement, il ne faudrait pas taper sur le propriétaire un petit peu plus négligent qui laisse les biens à l'abandon. Parce que le nombre de logements vacants en France, il est énorme. Il est vraiment énorme. Après, ça soulève même plusieurs questions sous-jacentes, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un parc, entre guillemets, complètement à l'abandon en France aussi énorme? Ça soulève les aides d'État pour les rénovations, les gens qui ne peuvent pas forcément suivre, etc., etc. On ne va pas rentrer en détail, mais voilà.
déjà, on a une première question, est-ce que c'est vraiment Airbnb sur lequel il faut taper pour redonner de l'air un petit peu, on va dire, au parc immobilier locatif familial? Je ferme la parenthèse, vous ferez votre idée. Maintenant que le point est fait, on va regarder un petit peu la deuxième partie avec la réglementation des courtes durées en France. Comment ça marche? Déjà, j'ai envie de refaire un petit peu le bilan parce que j'entends parler de tout. Donc depuis 2017, on a un décret qui s'appelle le décret Airbnb qui est sorti, qui vient un petit peu cadrer ce que l'on peut faire sur les plateformes comme Airbnb Booking, donc en courte durée, que ce soit notre résidence principale ou que ce soit notre résidence secondaire. Bien sûr, les lois évoluent sans cesse, on va le voir après, on est en plein dedans, donc de toute façon, si vous voulez rester à jour, il faut continuellement aller regarder ce qu'il se passe et comment bouge cette réglementation. Pour la résidence principale, actuellement, la réglementation, elle est simple, elle a toujours été celle-ci. Vous pouvez louer entièrement, et je précise bien entièrement, votre résidence principale 120 jours par an, soit 4 mois. Les 8 autres mois de l'année, vous ne pouvez pas la louer. Alors, je m'explique pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Ce n'est pas une interdiction formelle de ne pas dépasser les 120 jours. Vous avez le droit de mettre à louer votre maison plus de 120 jours, mais vous devez avoir à l'esprit que du moment où vous allez dépasser ces 120 jours de location, tout simplement, votre résidence principale ne sera plus considérée comme résidence principale, mais sera considérée comme résidence secondaire. Donc vous perdrez les avantages, notamment au moment de la vente, bien sûr, vous le savez, une résidence principale en France est exonérée de plus-value à la vente, ce qui n'est pas le cas d'une résidence secondaire. Donc, c'est la définition même d'une résidence principale en France, vous devez y habiter et ne pas la louer au moins 8 mois l'année. Voilà pourquoi, tout simplement, vous pouvez donc, par déduction, la louer 120 jours par an, tout en restant et en demeurant votre résidence principale. Tout simplement. J'ai précisé, résidence principale louée entièrement. Si vous louez qu'une partie de cette résidence principale, une chambre, une dépendance, etc., mais que vous vivez toujours sur place, dans ce cas-là, la loi des 120 jours ne vous concerne pas et vous pouvez louer votre chambre ou votre dépendance en fond du jardin toute l'année. Ok? Ça, c'est pour les résidences principales, c'est extrêmement simple. Pour ce qui est des résidences secondaires, eh bien forcément, c'est celles qui vont être louées plus de 120 jours, donc entre plus de 4 mois et toute l'année. Donc là, vous n'avez pas de restriction. Donc, quand j'entends des personnes me dire « Ah bah Airbnb, comment vous faites de l'argent? De toute façon, c'est que 120 jours par an. » Non, faux. Ça, c'est les résidences principales. Les résidences secondaires, vous pouvez les louer toute l'année, il n'y a aucun souci. Il faut bien évidemment, lorsque vous mettez votre bien sur des plateformes, avoir déjà l'autorisation de la mairie, donc vous avez un CERFA à déposer, qui est très important, c'est le 14004. Vous devez le remplir, vous devez déclarer votre logement qui va se retrouver donc sur les plateformes comme Airbnb Booking, vous devez le déclarer à la mairie pour avoir votre numéro d'enregistrement, etc. Même s'il n'est pas obligatoire dans toutes les communes, le numéro d'enregistrement, ça le viendra peut-être, mais vous devez néanmoins quand même en informer la mairie que vous allez mettre votre appartement en location courte durée. Si vous êtes en copropriété, autre réglementation, pensez à bien demander à votre syndic de copropriété s'ils autorisent ou non la location courte durée. Vous avez un grand nombre, mine de rien, c'est pas négligeable, vous avez même la majorité des copros qui n'autorisent pas la location courte durée. J'ai déjà vu de multiples clients débarquer, refaire leur appartement, se mettre en tête, ok, on va faire ci, on va faire une belle love room, on va l'exploiter en LCD, ça va être trop cool, foncer la tête dans le mur, et au moment de mettre la boîte à clés, et ben en fait le syndic dit non, vous n'avez pas le droit, et là c'est la tuile. Donc faites attention, le syndic de copro doit vous donner l'accord de faire de la courte durée dans son, entre guillemets, bâtiment. Mais vous avez certaines villes où on va vous demander un petit peu plus, en n'ayant pas peur du mot, plus de contraintes pour avoir le droit de faire de la LCD. Ce sont les villes comme Paris et la petite couronne parisienne, les villes de plus de 200 000 habitants, donc les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, etc. Et les villes de plus de 50 000 habitants, dites zones tendues. Dans ces villes-là, vous allez avoir besoin d'autorisation temporaire de changement d'usage pour pouvoir faire de la location courte durée. Donc là, vous allez avoir plus de contraintes que simplement appeler la mairie. Allô, j'aimerais faire de la courte durée, je remplis mon petit papier, coup de tampon, c'est parti.
Là, ça va se compliquer. Parce que forcément, cette autorisation de changement d'usage, il est délivré sous condition, et c'est bien souvent sous condition de compensation. Donc on va vous demander tout simplement de compenser la surface que vous allez retirer du marché locatif, entre guillemets, longue durée, familiale ou pas, mais longue durée, par une surface parfois équivalent en mètres carrés, parfois 2 fois les mètres carrés, si par exemple vous êtes dans des quartiers extrêmement prisés de Paris, etc., où justement ce sont des zones très 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 tendues, où les gens ont énormément de mal à trouver des logements pour vivre. Donc vous allez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais avoir des conditions comme ça de compensation qui sont vraiment très compliquées, et plus la zone va être tendue, plus la compensation va être très compliquée. Il va falloir trouver des locaux commerciaux pour les faire changer en habitation pour récompenser les mètres carrés perdus. Ça reste très compliqué. Il y a quelques petites astuces, mais ça reste très compliqué. Et c'est là tout l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces solutions de compensation soient très compliquées pour que 99%, pour ne pas dire tout le monde, ne puisse pas l'appliquer, ou alors que ça ne soit pas rentable de l'appliquer, pour tout simplement limiter le nombre de logements courte durée dans leur zone, car elles sont déjà extrêmement tendues. Ce qui peut, je pense à titre personnel, je vais prendre un petit peu parti, je trouve assez logique, parce que même si chacun regarde un petit peu son nombril et va là où il y a le plus de rentabilité, ça n'empêche qu'on a un vrai problème pour se loger dans ce type de ville. Donc ça, c'est un des gros points noirs à faire attention. Donc le petit tips, on y reviendra en 5e partie de cet épisode sur les solutions, mais on évite d'aller, voire on ne va pas investir dans des villes qui sont à compensation. Ça fait sens. Maintenant, elles ne sont pas très contraignantes, la liste n'est pas non plus extrêmement, extrêmement longue. Ok, donc ça, c'est la réglementation qu'il y a actuellement, entre guillemets, pour les locations courte durée. Donc bien sûr, après, il faut tout simplement regarder ce qui autorise également le PLU à faire en termes de bâti, non bâti, si vous voulez faire des logements classiques, si vous voulez faire des logements qui sont non bâtis, par exemple de la houseboat, du tipi, de la cabane dans les bois, des choses qui n'ont pas de fondation, des choses non bâties, là c'est aussi possible, c'est des choses qui sont démantelables, donc il faudra regarder, consulter les mairies, regarder un petit peu ce que les urbanismes demandent, est-ce qu'ils vont vous exiger du parking, pas de parking, voilà, ça c'est une obligation, donc de toute façon, c'était systématiquement avant d'acheter et de faire, et de faire naître un projet courte durée dans votre tête, on se rapproche systématiquement des mairies. Ok, comment je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit? Si oui, quelles sont les contraintes? On regarde si c'est jouable, go, si c'est pas jouable, on laisse tomber, on va voir ailleurs, tout simplement. Donc voilà pour cette partie sur la réglementation des courtes durées. On va aborder, et ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet, la 3e partie avec ce qui a fait un petit peu des vagues en 2024 et qui fait des vagues pour cette année 2025, c'est la fameuse loi anti-Airbnb et le projet de loi de finances 2025 qui va venir un petit peu modifier certaines choses, etc. On va regarder en détail qu'est-ce que ça va changer. Ça va changer un petit peu, voire pas mal, la fiscalité qui va impacter les locations courte durée, mais également un petit peu la réglementation. On va regarder en détail. Premièrement, ce projet de loi de finances va impacter la fiscalité du loueur en location courte durée. Il faut savoir que lorsqu'on fait de la location courte durée, automatiquement, on a un bien qui est meublé, donc forcément, on est au régime des ce qu'on appelle BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Bien sûr, c'est pas du foncier, l'appartement n'est pas loué nu, n'est pas loué vide, donc on est dans le régime meublé. Les régimes meublés, aujourd'hui, vous avez 2 façons de faire du meublé. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du meublé avec un abattement forfaitaire, d'accord. Et vous pouvez faire du meublé, du LMNP, ce qu'on appelle leur meublé non professionnel, au réel. Quelle est la différence? Eh bien tout simplement, dans le régime, ce qu'on appelle micro BIC, c'est un abattement forfaitaire de 50%, c'est-à-dire que on va prendre 50% de ce que vous générez de loyer grâce à vos courtes durées, qu'on va vous exonérer d'impôts et on va vous imposer sur les 50 autres pourcents. Alors que le régime réel, lui, cette déduction est un amortissement de charge au réel, donc on passe vos factures et on cumule de façon comptable, tout simplement. Eh bien, projet de loi de finances 2025 aurait pour objectif
de passer cet abattement au micro, donc qui est actuellement de 50%, à 30%. Pourquoi 30%? Pour la petite histoire, lorsqu'on est en régime, cette fois non pas meublé, mais au régime foncier lorsqu'on fait de la location nue, on a la même chose, du micro foncier, où l'abattement est déjà de 30%. Donc on avait un avantage à faire du meublé, c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de personnes faire du meublé, parce que lorsqu'on fait du nu, on a un abattement de 30% d'impôt, alors que lorsqu'on faisait du meublé, on avait un abattement de 50%. Donc déjà on voit aussi une cohérence, automatiquement on se retrouve avec un marché immobilier, automatiquement on avait beaucoup plus de logements meublés. Et ça c'est tout simplement un avantage fiscal, on avait le droit gratuitement, entre guillemets, à 20% d'abattement de plus parce qu'on faisait du meublé. Et je vous passe les autres avantages, du style des baux de location qui ne sont pas de 3 ans mais d'1 an, vous pouvez demander 2 cautions dans le meublé, pas dans le nu, etc. etc. Voilà pourquoi vous avez vu un petit peu émerger le meublé et le nu devenir un petit peu la bête noire de l'investisseur, tout simplement. Et bien là, ils veulent le rabattre à 30% pour qu'il n'y ait plus de différence entre le nu et le meublé, et donc forcément ne plus attirer les gens à faire du meublé, d'avoir une équité, et voilà, rétablir un petit peu le parc immobilier français avec autant de logements nus que meublés, tout simplement. Le plafond des revenus locatifs, il a également bougé un petit peu, parce que avant, vous aviez un plafond à 77 700 € pour pouvoir passer, entre guillemets, obligatoirement au réel. Aujourd'hui, ils ont redescendu ce plafond à 15 000 €. Donc au-delà de 15 000 € de chiffre d'affaires, vous basculerez automatiquement au régime réel. Donc voilà, le plafond, c'est quand même largement diminué. Il y a également une autre catégorie fiscale lorsqu'on fait de la location courte durée. Donc je vous l'ai dit, on a l'option de se mettre au régime meublé, donc que ce soit LMNP au micro ou au réel. Mais vous avez certaines personnes qui se sont mis à un troisième régime qu'on appelle les meublés de tourisme. On ne va pas rentrer dans les détails, mais non classés. Donc déjà, je fais une aparté, parce que là, il y a beaucoup d'amalgames. Pour faire de la location courte durée et mettre votre logement sur les plateformes comme Airbnb Booking, vous ne devez pas obligatoirement avoir un meublé de tourisme. C'est archi faux. Faire du LMNP classique est amplement suffisant, vous faites un meublé. Se le faire classer meublé de tourisme est un choix et non une obligation pour pouvoir faire de la LCD. Parce qu'à chaque fois, moi je le reçois beaucoup sur les réseaux sociaux, meublé de tourisme, on va le voir, hein, les meublés touristes c'était pas 30, c'était pas 50, mais c'était 71% d'abattement, mais on va voir qu'en réalité c'était vraiment pas terrible d'être meublé de tourisme. J'ai jamais été à titre personnel meublé de tourisme, et je vais vous dire pourquoi. Donc non, ce n'est pas une obligation. Beaucoup de personnes l'ont fait parce qu'ils ont eu l'appât du gain, justement, on va le voir dans cet épisode, comme quoi c'était vraiment pas intéressant de faire du meublé de tourisme, mais on avait le droit à 71% d'abattement qui, de la même façon, veulent rediminuer à 50%, voire même 30%, pour être, encore une fois, pas plus avantageux que du nu et rééquilibrer un petit peu la balance. Le plafond, également, était à 188 700 €, il serait rabattu à 77 000 €. Donc ça fait quand même on va dire, de grosses modifications fiscales pour ce qui est, si vous avez remarqué, de tout ce qui est abattement forfaitaire. Okay, donc les régimes à forfait. On n'a toujours pas parlé du régime réel. Pour ce qui est des plus-values, eh bien, il y a une révision du calcul de la plus-value lors des cessions des logements meublés qui va également être fait. Et enfin, on va avoir, et ça c'est un petit peu le gros coup de tonnerre qu'a secoué le monde, entre guillemets, de la location meublée, j'utilise des grands mots, c'est la réintégration des amortissements pendant la période de location qui ne va plus s'effectuer lors de la plus-value. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsque vous avez un bien meublé, vous amortissiez le bâti, c'est ce qu'on dit en principe, 80% de la somme totale de votre bien était amortissable sur 25, 30, 35 ans. Et chaque année, vous amortissiez ce bien pour réduire vos impôts. Et en fait, on réintégrait cet amortissement, comme si de rien n'était, au moment de la vente. Donc c'est-à-dire que vous défiscalisez l'abattement tous les ans à l'exploitation pour éviter de l'impôt, mais on les oubliait, entre guillemets, on vous les remettait à la plus-value. Donc c'était un petit peu double amortissement du bâti,
c'est vrai que c'était quand même beau. Donc aujourd'hui, ils veulent bien sûr arrêter ça et faire comme quand vous êtes en société, à l'IS, etc. C'est-à-dire que même dans toutes les sociétés, pour n'importe quoi, les ordinateurs, etc., chaque année, vous amortissez la valeur comptable d'un bien et on ne vous la remet pas à la fin. Si vous achetez un bien 100 000 euros et que vous le revendez 120 000 euros, vous avez 20 000 euros de plus-value. Si vous amortissez 10 000 chaque année, première année, vous amortissez 10 000, le bien ne vaut plus que 90 000 euros comptablement, la plus-value est de 30 000. Eh bien avant, la plus-value était toujours de 20 000, parce qu'on ne réintégrait pas ces 10 000. Aujourd'hui, la fête est probablement finie. Et encore, on va voir que ce n'est pas encore effectif à l'heure où je sors cet épisode. Donc, ça va très très probablement arriver, mais ce n'est pas encore le cas. Vous avez également une autre nouveauté qui, là aussi, à mon sens, est logique et légitime, j'ai envie de dire, mais qui va faire mal pas mal d'investisseurs, ou du moins de propriétaires de résidences secondaires, c'est le DPE, qui devient obligatoire même pour les locations courte durée. Vous l'avez vu, il y a quelques années, on a eu un changement relativement radical des DPE en France, où on a eu un calendrier où les lettres élevées de diagnostic de performance énergétique allaient être interdites à la location, les classements G, F, etc. Donc G en 2025, F en 2028 et E en 2034 n'auront plus le droit d'être loués, etc. Et bien ça, depuis quelques années, c'est en vigueur, mais ça ne concernait que les logements loués à l'année. Les logements en courte durée n'avaient pas cette contrainte. Vous pouvez l'entendre également. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous faites de la location à l'année, c'est votre locataire qui paye les factures de courant. Donc, entre guillemets, si le pauvre se retrouvait dans une passoire énergétique, bah, c'est lui qui trinquait et qui payait la monnaie. Dans un logement courte durée, c'est le propriétaire qui paye l'électricité, etc., le chauffage. Donc, entre guillemets, même s'il avait envie de faire une passoire thermique, il n'arnaquait personne, c'est lui qui en subissait les propres conséquences de son bien, et voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue écologique, la Terre, elle s'en fout pas mal, que ce soit locataire ou propriétaire qui paye, ça reste une passoire, c'est très énergivore et c'est pas bon pour la planète. Donc aujourd'hui, c'est fini, le DPE sera également obligatoire et va avoir les mêmes niveaux de contraintes que ce soit de la location à l'année ou de la location courte durée, tout simplement. Donc voilà, on va voir que finalement il y a des allègements, on a quand même le temps devant soi, mais oui, il va falloir rénover correctement et isoler correctement les biens immobiliers pour ne pas qu'elles soient complètement sorties du parc locatif et surtout quasiment invendables. Vous imaginez, hein, ça va être une vraie opportunité d'achat, comme ça l'a été à la sortie du premier DPE pour les longues durées. Pour les futurs investisseurs, des gens se sont retrouvés avec des passoires thermiques et l'incapacité financière de les rénover, d'améliorer ce DPE et sont contraints de vendre parce que plus louable, impossible, pas l'argent pour remettre dans les travaux et donc on vend ça une bouchée de pain parce qu'après la négociation sur le marché, un bien qui est pas louable, ça n'a pas de valeur, etc. Donc c'est une vraie opportunité de marché, hein. N'oubliez pas les amis, à chaque fois il y a des crises comme ça, qu'il y a des nouvelles lois, il y a les gens qui vont penser que c'est une catastrophe, ça y est, tout va mal, faut plus investir, faut rester chez soi, faut rien faire. Et puis il y a tous ceux qui vont voir le problème dans l'autre sens et qui vont se dire ok, là il y a une vraie opportunité de marché, justement pour tous ceux qui ont fait des conneries, qui ont fait de la merde et qui sont ignorants de tout ce qui se passe, et ben eux ils sont morts. Et on va voir que c'est exactement la même chose avec la loi Airbnb et le projet de loi de finances. Ça donne également, autre point, cette loi anti-Airbnb, ça donne un petit peu plus de pouvoir aux mairies. On va voir que les mairies vont gagner en pouvoir, notamment sur la fameuse réglementation que je vous ai présentée précédemment sur les 120 nuitées autorisées par an en résidence principale. Eh bien, les communes auront le pouvoir de passer ces 120 jours à 90 jours. Donc, ce n'est pas une règle nationale qui s'appliquera sur tout le territoire, mais c'est vraiment commune dépendant. Et ça, le gouvernement l'assume très clairement. Ça sera aux municipalités de plus ou moins décider et jauger, ok, on accepte de la LCD, on l'accepte pas, ok, on accepte 120 jours ou on n'accepte pas, on passe à 90, etc. Donc là, on va bien voir que le côté politique de la chose va grandement ressortir, parce que si vous avez des gens qui sont anti-Airbnb, ils vont tout verrouiller, si vous avez des villes qui sont plutôt pour, elles vont pas verrouiller, et puis encore une fois, ça sera vraiment guidé par est-ce que la ville est une zone tendue, etc., etc. Le numéro d'enregistrement également, donc je vous l'ai dit précédemment, certaines grandes villes avaient déjà
un numéro d'enregistrement obligatoire lorsqu'on demandait à la mairie si on pouvait faire de la LCD. Ils nous délivraient un numéro d'enregistrement qui nous permettait de mettre notre bien, notre annonce en ligne sur par exemple Airbnb. Mais beaucoup de mairies, même si, bien évidemment, je le répète, demander l'autorisation à la mairie pour faire de la courte durée était obligatoire, dans beaucoup de villes, dans même la très grande majorité des villes, on n'avait pas pour autant de numéro d'enregistrement. La mairie disait oui, ok, et puis c'est tout, go. Maintenant, le numéro d'enregistrement, d'ici 2026, devrait être généralisé et demandé dans toutes les villes de France. On a bien sûr l'obligation toujours d'informer le syndic de la mise en place de LCD lorsqu'on est en copropriété. Et enfin, on va avoir un durcissement également de la TVA. Donc je parlais tout à l'heure du meublé de tourisme. Pourquoi le meublé de tourisme n'a jamais été un régime très intéressant, malgré qu'il peut paraître séduisant avec ce 71% d'abattement? C'est parce qu'il était assujetti à la TVA. Donc même si ensuite on récupère la TVA, ça reste quand même un gros manque à gagner. Et on va le voir plus tard dans les solutions et qui a impacté, mais que ce soit 30% d'abattement, 50% d'abattement ou 71% d'abattement, dans tous les cas, ça laisse de l'impôt à payer. Et un bon investisseur immobilier ne paye pas d'impôt. Donc aucun de ces trois régimes n'est le bon. Et si vous commencez à voir où je veux en venir, là, les projets de loi de finances et la loi anti-Airbnb ont fait des changements fiscaux sur et exclusivement sur tout ce qui est forfait, le micro. On va voir que ça touche et ça ne concerne pas tout le monde. Donc durcissement de la TVA, pour vous la faire simple, aujourd'hui vous avez une règle qui dit que si vous êtes requalifié en ce qu'on appelle para-hôtelier, donc on considère que vous n'êtes pas un hôtel non plus, mais vous n'êtes plus un simple particulier qui loue un petit peu son logement, mais vous êtes à la frontière entre les deux, vous êtes un para-hôtelier, parce que le BOFIP, donc le règlement, a des critères, a 4 critères, et il considère que si vous remplissez 3 de ces 4 critères, vous allez alors être requalifié et passer de particulier à para-hôtelier. Et le régime de la para-hôtellerie en France est assujetti à la TVA. Ces 4 critères décrits par le BOFIP sont quoi? Sont petit déjeuner ou service, nettoyage régulier du logement, fourniture du linge de maison, et enfin, quatrièmement, réception, même non personnalisée, de la clientèle. Et donc, si on regarde bien, lorsqu'on fait de la courte durée, eh bien, on fournit du linge, on accueille des clients. Petit déjeuner, ça, on ne le fait pas forcément, et on nettoie régulièrement le logement. Donc, on attrape vite les 3 critères sur le 4. Et les 3 critères nous font basculer en para-hôtelier, ils nous font basculer à la TVA. Pour l'instant, le BOFIP était un petit peu laxiste sur ça, parce qu'on considérait que la réception étant une boîte à clés, qui n'a pas un réceptionniste 24/24, ça rentrait peut-être pas. Et surtout, le nettoyage régulier, là, on nettoie pas tous les jours, même s'il y a un client. En principe, en Airbnb, on fait les ménages entre les départs des clients, et pas comme à l'hôtel où vous arrivez le soir et votre lit a été fait. Donc, on considérait que ça pouvait ne pas se mettre dans la liste, et on n'avait pas les 3 critères sur 4. Donc, on restait, entre guillemets, un particulier, on ne passait pas à la para-hôtellerie, et on esquivait la TVA. Et bien là, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas tellement la loi sur la TVA qui a changé, c'est surtout les règles du BOFIP qui se sont vraiment un petit peu durcies, et on pourra plus bidouiller en mode bon bah voilà, le ménage il est fait qu'à la sortie de mes clients, donc ça compte pas. Si, ça va compter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est potentiellement beaucoup plus vite assujetti à la TVA. Alors, tout ça, c'est pas encore en vigueur, mais ça a une chance. La TVA, elle est quand même bien évidemment, comme tout le temps, dès qu'on sort une loi fiscale, une loi financière, en France, elle a un seuil. À partir de 91 900 euros de chiffre d'affaires, vous êtes assujetti à la TVA. Ok, donc même si vous avez plus des 3 caractères sur 4 et que vous faites moins de 91 900, vous ne serez pas assujetti à la TVA. Donc ça va soulever là encore des questionnements, ça va encore soulever des solutions, etc. etc. Dans tous les cas, sachez que vous êtes assujetti à la TVA à 10% dans ce cas-là, c'est pas une TVA à 20%. Vous pourrez bien sûr la récupérer sur vos fournitures, etc. Mais vous allez, je ne vous fais pas le calcul, être lourdement perdant.
On va regarder les solutions tout à l'heure, mais on peut déjà commencer à réfléchir si vous êtes un petit malin de l'investissement et que vous foncez pas tête baissée, à vous dire ok, 91 900, il est peut-être temps qu'à chaque fois que j'achète, j'ai une structure différente pour ne pas empiler les CA. On va y revenir dans la 5e partie. Donc voilà un petit peu les principales règles qui vont débarquer avec les projets de loi de finances, la loi anti-Airbnb, etc., etc. Donc là, moi, quand je vois ça, on se dit, est-ce que Airbnb, avec tout ça et un petit peu la patte de l'État dessus, à vraiment vouloir descendre Airbnb, qu'en est-il? Qui est réellement impacté par ça? Eh bien, qui est réellement, et on attaque du coup la 4e partie, et là je vais être un peu plus cru, mais voilà, on est chez Authentique, c'est comme ça que ça fonctionne, on aime ou on n'aime pas, mais je vais ne dire malheureusement que la triste vérité. Qui va être impacté? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la vache à lait de l'État, toujours la même classe sociale, c'est-à-dire la classe moyenne. Et voilà pourquoi on tend de plus en plus à avoir des riches, voire ultra riches, et des pauvres, voire très pauvres, et que la classe moyenne est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que c'est qui va se faire taper? Eh bien, c'est le petit ingénieur, c'est le petit couple qui travaille bien, qui arrive à faire 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, même 6, 7000 euros par mois. On est toujours dans la classe moyenne à ces eaux-là, bien évidemment. Et bien lui, il va essayer de s'en sortir. Il essaie de réfléchir, il essaie de s'en sortir un petit peu dans la vie, donc il va acheter un appart, il va essayer d'en acheter 2, etc. Il peut lever un petit peu de dette à la banque, etc. Donc il va essayer de faire des trucs un peu sympas, il va acheter un appart, etc. Il va se dire, tiens, chérie, pour arrondir la fin du mois, viens, on le met sur Airbnb. Au pire, on le gère nous-mêmes le week-end, les ménages, ou on recrute un petit peu quelqu'un, on s'est blablabla. Mais pas le temps de se former, voilà, j'ai pas non plus pris le temps, je suis pas un investisseur, je suis juste quelqu'un qui a acheté un appartement. On connaît tous quelqu'un, 95% des propriétaires de résidences secondaires en France, attention, ne sont pas des investisseurs. C'est pas parce qu'on investit dans un appartement pour le mettre à louer qu'on est un investisseur. Quand moi j'utilise le mot investisseur, j'entends un investisseur aguerri, un business, quelqu'un qui fait de l'argent. Ça, c'est juste une personne privée, entre guillemets, qui avait un petit peu d'argent et qui a décidé d'acheter un appartement. Ça fait pas de lui un investisseur. D'accord? C'est pas que parce que vous mettez 100 euros en bourse que vous êtes un investisseur. D'accord? Là, c'est le même principe. Vous êtes juste un propriétaire de résidence secondaire. Mais vous faites pas d'argent avec. Vous n'êtes pas informé. Vous maîtrisez pas la fiscalité. Vous avez fait ça à la va comme je te pousse avec les connaissances que vous aviez, c'est-à-dire des balivernes, des histoires, vous avez regardé tonton, tata, j'ai mon oncle, j'ai mon collègue de travail qui a fait ça, c'est cool, comme ça il paye pas de loyer, dans 20 ans c'est remboursé, vous connaissez toutes les histoires. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? On va pas parler du Pinel et tout ça, évidemment, il s'est fait avoir par toutes ces conneries. Là, c'est exactement pareil. Il va pas faire de travaux, parce que les travaux, ça fait peur, parce que les travaux, je vous ressors encore tout ce que j'entends à longueur de journée, les travaux, t'en viens jamais au bout, ça prend toujours du retard, c'est un gouffre, c'est une catastrophe, faut pas en faire. Donc comme 95% des Français, ils ont acheté leur petit appartement, avec au pire on fait une petite cuisine, on dresse un petit peu la salle de bain, enfin voilà, on n'a quasiment pas de travaux. On met en meublé, parce qu'on n'est pas non plus totalement ignorant, donc on a vu que le meublé c'était plus avantageux que le nu. Donc on s'est mis en meublé, donc on s'est mis quoi? On s'est mis en micro, voilà, on a choisi l'abattement forfaitaire de 50%, où on voulait faire du Airbnb, donc on s'est dit, tiens, meublé de tourisme, 71% d'abattement, super cool. Super cool, comme ça, ça va réduire un petit peu les impôts. Et là, l'État, il vient faire quoi? Il vient couper au couteau l'abattement forfaitaire en voulant le ramener à 30%. Donc ces gens-là vont pleurer parce qu'ils vont voir leur marge imposable doubler, voire tripler si on était en meublé de tourisme. Alors qu'un investisseur immobilier fait quoi? Un investisseur immobilier, il n'achète pas le bien qui est quasiment clé en main, tout près avec un coup de peinture. Parce qu'il sait pertinemment qu'il n'aura pas assez d'amortissement pour ramener sa recette à zéro. Lui, il va prendre avec des travaux. Et il ne prendra jamais un régime micro à l'abattement forfaitaire. Il va systématiquement se mettre au régime réel. Il veut amortir réellement ses charges parce qu'il en a créé. Ce qui est mon cas et ce qui est le cas de tous les bons investisseurs. Donc en fait, lui, il n'en a rien à foutre que ça passe de 30 à 50 à 70 à 0 à 2 à 10. De toute façon, c'est pas son régime fiscal. Donc moi, quand on me dit Airbnb, ça va te faire tout drôle les impôts, ça va rien me faire du tout. Je suis au réel. Donc le réel ne va rien faire. Le réel ne va rien faire à tous les investisseurs qui font de la LCD et qui sont au réel. La loi anti-Airbnb ne va rien faire. La seule chose qu'elle va faire,
C'est ce fameux réintègrement à la plus-value qu'on va perdre. Mais ça, qu'on soit en courte durée ou en meublé à l'année classique, tout le monde va le perdre. C'est le régime meublé, qu'on soit au réel ou au forfait. Là, c'est vraiment tout le monde. Donc, c'est OK, on n'a pas le choix, c'est tout le monde. Ça n'empêche que de faire du meublé est toujours intéressant. Il y aura ça un petit peu moins qu'avant, on l'avait déjà pas en nu, bon, bah on s'adapte, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il n'y a plus le réintègrement, et encore. On voit que c'est en train de se discuter, on voit que c'est en train de gagner un petit peu de temps, on voit que ça sera peut-être, mais peut-être que pour les nouveaux achats, peut-être pas pour les anciens. Voilà, à suivre, les amis, à suivre. Il n'y a rien d'acté par rapport à ça. Ça va arriver, j'en suis quasiment convaincu, parce que en réalité, c'est complètement logique de ne pas l'avoir. C'est presque une niche fiscale, hein. C'est pour ça que le LMNP a été longtemps considéré comme une niche, parce qu'on avait ce double amortissement. Donc il va sauter, mais on va voir comment. Mais en réalité, c'est ces personnes-là qui vont trinquer d'un point de vue fiscal. Un bon investisseur aguerri qui connaît le système, qui a sa stratégie, qui connaît la fiscalité, ne va jamais se faire prendre. Et je ne vous parle pas quand vous êtes en SCI, de toute façon, vous n'êtes même plus impacté du tout. Donc d'un point de vue fiscal, ça ne va rien changer. D'un point de vue, encore une fois, du bon propriétaire de la classe moyenne qui essaie de s'en sortir, qui a fait construire sa maison, qui s'est marié, qui a ses enfants, je rentre dans le cliché, mais c'est la vérité, qui a sa résidence principale et qui se dit, bah tiens, on l'a loué pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Boum, recoupé au couteau de nouveau, mon coco, c'est plus 4 mois par an, c'est plus que 3 mois, c'est 90 jours. Donc tu te feras encore un peu moins d'argent. C'est pas l'investisseur, lui l'investisseur il loupe pas sa RP, j'ai même pas de RP à titre personnel, alors que j'ai plus de 40 lots. Donc en fait moi, là encore, c'est une loi qui va aller taper les particuliers de la classe moyenne, qui a fait des efforts, qui s'est dit tiens chérie, on a une petite cabane dans le jardin, viens, on fait un petit prêt conso, un petit prêt travaux de 50 000 balles pour le réhabiliter. Boum. Voilà qui va trinquer. Donc pour moi, c'est ces gens-là, malheureusement, je dis bien malheureusement, mais c'est pour moi qui fais les lois. Donc là, je prends un petit peu parti, le but c'est pas de faire un débat politique, bien évidemment, mais c'est une réalité, ça par contre. Après, qu'on soit pour Airbnb ou contre Airbnb, là moi je n'ouvre pas le débat. Par contre, qui va être frappé par les changements fiscaux? Malheureusement, ce sont ces gens-là. Les investisseurs aguerris, moi, tous mes élèves que je forme, etc., ça ne va rien changer du tout. On est tranquille, on sait ce qu'on a fait, on sait qu'on aurait, ça bougera pas. Donc voilà un petit peu les conséquences que ça va avoir. Donc c'est quand même pas négligeable. Hein. C'est quand même pas négligeable pour ces gens-là. Et enfin, on va finir par une note un petit peu plus positive dans cet épisode. 5e partie et dernière partie de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu d'ailleurs les amis. N'hésitez pas à commenter, liker et me faire un petit retour si ce format hybride solo où je vous délivre un peu plus de valeur vous a plu. C'est les solutions. Quelles sont les solutions face à justement ces nouvelles, entre guillemets, lois, ces nouveaux régimes fiscaux, enfin ces nouveaux régimes fiscaux. Les régimes fiscaux ne sont pas nouveaux, mais voilà, sont modifiés, ces nouvelles réglementations, etc., etc. Eh bien, il existe des solutions. On va les survoler parce que sinon on pourrait y passer très longtemps, mais il en existe. DPE, j'en ai pas parlé dans la partie 4, mais là encore, qui trinque dans le DPE? Bah celui-là qui est pas bon, qui est pas un investisseur, qui a pas su lever de la dette, qui a pas pu faire ses travaux parce qu'il a récupéré borderline, pas de plan de financement, etc., il peut pas faire les travaux, il est mort. Un bon investisseur, il achète, il fait des travaux, il rénove, il récupère comme ça, il peut passer en réel, il a beaucoup de travaux, il a un logement qui est flambant neuf, qui se loue bien, etc., etc., ça a plein d'avantages, et donc qui a un bon DPE, lui, il n'est pas inquiet. Donc il y a des solutions. Premièrement, n'investissez pas, pour ceux qui veulent se lancer en Airbnb ou bien continuer à enchaîner les opérations en courte durée, tout simplement, n'allez pas dans les villes tendues. On l'a vu d'un point de vue réglementaire, c'est compliqué, ça va se compliquer encore plus, donc n'allez pas dans les villes tendues. Tout simplement. C'est pas ce qui manque. Je pense que toutes les personnes qui sont encore au raisonnement, bah ouais, mais c'est ces villes-là qui marchent sur Airbnb, sinon les autres c'est le trou du cul du monde, ça n'a pas marché, vous n'avez rien compris. Je pense que vous ne connaissez même pas une règle fondamentale du business, c'est l'offre et demande. Quels sont vos clients? Quand vous comprendrez que les clients en Airbnb, dans des villes de 10 000, 15 000, 25 000 habitants, plein milieu de la France, c'est pas le tourisme, c'est du travailleur, etc., qui vous remplit à 80% de vos calendriers, vous repenserez complètement votre stratégie. Donc non, n'allez pas dans des villes super tendues, comme Biarritz, comme Cannes, comme Nice, non, n'allez pas là-bas, ça sert à rien, déjà c'est pas rentable, les coûts au mètre carré sont extrêmement chers, et vous allez au problème. Il y a plein de villes, mais largement plus qu'il n'en faut, pour faire de la LCD pendant encore des années et des années et des années, et être tranquille.
Donc, critère important, et ça va être intéressant pour vous, vous allez sur l'INSEE, le site où vous retrouvez un petit peu toutes les datas statistiques de France, et vous regardez les villes où le nombre de résidences secondaires représente moins de 20% du parc immobilier de la ville. Parce que souvent, ça va être ça, le critère, que les mairies vont regarder pour se dire, OK, on est encore OK pour faire de la courte durée ou on n'est plus OK. S'il y a plus de 20% des biens de la ville qui sont en LCD, qui sont des résidences secondaires, stop, on n'en fait pas. Plus de 20% des résidences secondaires. Vous avez des villes où il n'y a pas de résidences secondaires. Les résidences secondaires, c'est où c'est les grandes villes, c'est les villes qui intéressent un petit peu les gens qui peuvent s'acheter justement une résidence secondaire. Ça va être, je sais pas moi, les villes sur la Côte d'Azur, les villes un peu balnéaires, etc., où on a envie d'avoir ces résidences secondaires. Vous prenez des villes, je sais pas, en plein milieu de la Corrèze, il n'y a pas 20% de résidences secondaires dans les villes. Et pourtant, il y a de la demande en location courte durée. Donc, on esquive ces villes-là, bien évidemment. Autre point de solution, et je vous dis malheureusement je suis obligé de survoler un petit peu parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc premier point, on ne va pas dans ces villes et surtout on connaît sa clientèle. Deuxième point, on investit avec différentes structures. On l'a vu avec la TVA notamment, mais aucun intérêt, très mauvaise stratégie de toujours acheter avec la même structure. Aujourd'hui, celui-là qui a ouvert une SCI et qui met tous ses biens, qui fait 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, à chaque fois qu'il achète un bien de CA dessus, bien il va se faire taper, il va prendre la TVA, etc., parce qu'il va dépasser les 91 900. Donc très mauvaise idée. Pour plein d'autres raisons également, on va pas les détailler ici, mais investissez avec différentes structures, même si vous investissez avec le même partenaire, c'est pas intéressant d'un point de vue fiscal de toujours cumuler dans la même société. Ensuite, on ne revient pas dessus, mais vous avez bien vu que ce soit la loi Airbnb, mais surtout le projet de loi de finances 2025, avec ses modifications d'abattement fiscal, vraiment de 71 à 50, voire 30, 50 à 30, bien ça touche tout ce qui est les régimes au forfait, le micro. Donc forcément, formez-vous, apprenez à ne plus avoir peur des travaux, investissez correctement et switchez, oubliez les régimes à abattement forfaitaire qui ne sont pas des bons régimes. On le voit, c'est les premiers qui vont subir un petit peu les foutes du gouvernement. C'est là où on va aller prendre l'argent. Parce que tout simplement, c'est là que la majorité des gens sont. Parce que la majorité des gens ne sont pas des investisseurs. Je vous dis, plus de 95% des gens foncent là-dedans. Donc en fait, elle est là l'argent, elle n'est pas dans les 5% d'investisseurs qui sont malins et qui jouent avec les règles. Ça, on n'y touche pas parce que, entre guillemets, c'est pas qu'ils sont intouchables, c'est qu'on a beaucoup plus de mal. On sait qu'ils vont rebondir. On sait qu'ils sont en société, qu'ils sont protégés, qu'ils sont en forfait, qu'ils sont au réel, pardon, donc c'est très compliqué. Par contre, les autres, à part se faire, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais se faire pigeonner en fermant leur bouche, ils vont rien pouvoir dire d'autre. Donc c'est là qu'on tape. Donc switchez, oubliez les forfaits, passez au réel, faites les choses correctement, faites des travaux, améliorez votre DPE, vous ne paierez plus d'impôts en immobilier pendant beaucoup de temps, etc. et arbitrez. Mettez en place tout simplement une stratégie fiscale, une stratégie d'investissement, et vous ne subirez plus les impacts fiscaux. Du moins, pas cela. On verra de quoi demain est fait, mais en tout cas pas cela. Donc ça c'est important. Ensuite, pour ce qui est le ramortissement et l'MNP, comme je vous l'ai dit, malheureusement, là, tout le monde est impacté, que ce soit courte durée, longue durée, etc. Donc on n'a pas le choix, il faut faire avec. Le meublé reste quand même quelque chose d'extrêmement important. Et la courte durée également, extrêmement rentable surtout. Donc c'est pas ça qui va changer grand-chose. On ne l'avait déjà pas en nu. Donc pas plus d'avantages, là la balle est remise au centre, pas plus d'avantages à faire l'un que l'autre, hormis bien sûr la rentabilité de l'exploitation en courte durée, évidemment. Mais et pour conclure cette vidéo, c'est là que je vais finir, c'est qu'attention, cette loi, projet de loi de finances 2025, n'est pas encore, à l'heure où je parle, du moins aujourd'hui que je sors cet épisode, n'est pas encore officiellement adoptée. Il y a beaucoup de choses qui vont certainement passer, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on voit qui devaient se faire. Finalement, avec l'instabilité politique actuelle, sont en train de devenir en pourparlers, ou alors avec des conditions un petit peu d'assouplement, etc., etc. Donc, affaire à suivre, on fait attention, mais quoi qu'il arrive, les amis, et ça c'est un petit peu ma propre question que je pose à tous mes invités, mon conseil le plus authentique de cette émission, il est là mon conseil le plus authentique, c'est préparez-vous, formez-vous, ne soyez pas, entre guillemets, ignorants, c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis bien loin de moi l'idée, mais préparez-vous, ne faites pas un achat entre guillemets, pas compulsif, ou ah bah si je devrais bien arriver, lui il a réussi. Non, formez-vous,
ayez vraiment une stratégie d'investissement. Maîtrisez votre fiscalité. Ok, quel régime je vais avoir? Est-ce que c'est le mieux? Ayez une curiosité naturelle. Mais comment marchent les régimes fiscaux? Et qu'est-ce qui se passe si je suis au réel? Même si vous voulez le faire vous n'êtes pas obligé d'acheter des formations si c'est pas votre délire. Mais ayez la curiosité de se dire, ok, tiens, il y a ça. Il y a le micro, ah bah tiens, il y a le réel, mais c'est quoi différent? Ah tiens, mais le réel, c'est intéressant, je pourrais éventuellement esquiver ça, ça, ça. Mais ayez cette curiosité. Pour moi, c'est ça mon conseil d'aujourd'hui, c'est ayez la curiosité et l'intelligence de préparer vos investissements. Vous allez mettre beaucoup d'argent, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros pour certains. Vous ne placez pas 20 balles ou 100 balles en bourse tous les mois. Non, vous allez mettre beaucoup plus d'argent. Donc certes, le pilier d'enrichissement que représente l'immobilier est absolument énorme et pour moi un des plus gros avec l'entrepreneuriat. Mais vous devez du coup avoir la responsabilité et la curiosité et la formation qui est proportionnelle à la somme que vous mettez en jeu. Et là, vous allez mettre des grosses sommes, donc vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Formez-vous, travaillez, regardez comment ça marche. Vous ne pouvez pas jouer à un jeu sans en connaître les règles. Et je pense que là, cette loi anti-Airbnb et ce projet de loi de finances 2025 en sont le parfait exemple. Les ignorants vont prendre cher, là où les investisseurs vont quasiment pas sentir la différence. Et on le voit sur les réseaux, partout, sur la télévision, ça parle beaucoup, ça fait beaucoup couler d'encre, mais parce que ça concerne 95% des gens qui ne savent pas le faire, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode hybride, ce premier d'une longue série, j'en referai bien évidemment, vous aura plu, un format vraiment beaucoup plus particulier, pas d'invité aujourd'hui, donc j'ai personne à remercier à part vous, la communauté, donc merci beaucoup de donner du soutien, vous avez fait un accueil extraordinaire à Authentique, donc merci du fond du cœur pour ça. Et moi, les amis, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité cette fois. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager au maximum l'épisode. Je suis sûr qu'il va pouvoir aider beaucoup de personnes et de futurs entrepreneurs à réaliser de belles opérations. Merci à tous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.